Le Chili est l'un des pays les plus prospères d'Amérique du Sud, et à ce titre, il est souvent pris comme point de comparaison avec ses voisins qui ont dû faire face à une instabilité chronique et une mauvaise gestion économique. En réalité, le Chili est une nation tout à fait unique qui, bien qu'habitant la même région géographique, a beaucoup plus à voir avec des pays situés à l'autre bout du monde qu'avec ceux qui se trouvent sur le même continent. Cette prospérité économique mérite également d'être étudiée car le Chili est l'un des pays les plus riches de la région, mais aussi l'un des plus inégalitaires au monde. Des impôts peu élevés, des réglementations laxistes et un environnement très favorable aux entreprises amènent de nombreux économistes et commentateurs à se demander si c'est là le secret de sa réussite ou si elle a vendu sa population, ses ressources et son avenir pour quelques belles mesures économiques aujourd'hui. Les préoccupations liées à cette inégalité ne disparaissent pas et le pays entre dans une position dangereuse où ses habitants ont suffisamment de raisons de se battre, mais aussi pas assez de choses à perdre en s'exprimant. En soi, il s'agit d'un sujet que nous avons déjà exploré à maintes reprises sur cette chaîne, mais au-delà de ces problèmes internes, il convient de comprendre ce qu'il pourrait signifier pour les interactions extérieures du pays avec le reste du monde. Lorsque nous pensons aux ressources naturelles, nous avons tendance à penser au pétrole, ou peut-être aux minerais de fer, mais elles sont relativement répandues et même s'il existe des cartels comme l'OPEP pour restreindre l'offre, il existe encore un éventail relativement diversifié de fournisseurs auprès desquels les gens peuvent se procurer leur carburant. Le Chili, quant à lui, exporte un tiers du cuivre mondial, au moment même où ce matériau entre dans la composition d'un nombre croissant de produits manufacturés. Le Chili est devenu une puissance minière en faisant preuve d'une grande complaisance à l'égard des sociétés étrangères d'exploitation des ressources. Et si ses habitants décident qu'ils en ont assez de donner leurs ressources, cela pourrait avoir des conséquences majeures pour l'économie mondiale. Le Chili est donc plus qu'une étude de cas sur le succès relatif d'une nation sud-américaine, ou sur les problèmes de sous-imposition et de réglementation. C'est un pays important à surveiller uniquement pour nos propres intérêts égoïstes. Donc, comment le Chili est-il devenu la réussite apparente qu'il est aujourd'hui? Cette réussite s'est-elle réellement traduite par une qualité de vie élevée pour ses habitants? Et enfin, le pays pourrait-il répondre à ses préoccupations sans paralyser certaines des industries les plus importantes du monde? Une fois que nous aurons répondu à ces questions, nous pourrons placer le Chili sur le tableau des leaders de l'économie expliquée. Après avoir déclaré son indépendance de l'Espagne en 1818, le gouvernement chilien a mis des décennies à trouver ses marques. Mais le produit de ces luttes politiques intestines a abouti à la nomination de dirigeants dont les priorités différaient de celles de leurs voisins du 19e siècle. Au fur et à mesure de l'élaboration de la Constitution, il est apparu clairement que l'objectif principal était de mettre en place un gouvernement favorable aux entreprises. Bien entendu, cela ne signifie pas que le Chili était une démocratie pure, soucieuse des intérêts du peuple, loin s'en faut. Cependant, il y a eu des périodes où les administrateurs ont transféré pacifiquement le pouvoir après des mandats, même s'ils étaient longs. Le mot paix est ici le plus important. Certes, les mandats ont été longs, des guerres ont eu lieu et le pouvoir a été transféré à un proche de l'administrateur précédent. Mais la stabilité intérieure initiale du Chili était quelque chose que beaucoup d'autres pays d'Amérique latine n'ont pas pu ou ne peuvent toujours pas atteindre. Une stabilité qui aurait permis au pays de se concentrer sur ses objectifs économiques sans qu'il soit réduit à néant par une vague continuelle de bouleversements politiques. En 1870, le Chili a lancé ses premiers grands projets miniers, et en 1896, son PIB par habitant était 2 fois supérieur à celui du Mexique. Peu de temps après, la stabilité compromise a été brièvement interrompue par une guerre civile, résultant d'un désir de changer la loi constitutionnelle à l'aube du XXe siècle. Par la suite, le Chili a commencé à utiliser ses ressources pour investir dans des projets d'infrastructure, l'éducation et d'autres avantages publics, ce qui a encouragé les travailleurs qualifiés venus d'Europe à s'installer dans des grandes villes portuaires. Il est important de noter que la première période de paix au Chili a contribué à encourager la croissance industrielle, car ce qui a suivi les a laissés stagner pendant près d'un siècle. Le compromis faustien de dirigeants forts qui permettrait au moins de maintenir l'économie sur les rails a commencé à s'effondrer, ce qui a déclenché une série de conflits internes qui ont forcé le Chili à rejoindre nombre de ses voisins instables avec sa propre série de coups d'État, souvent nés de la volonté d'améliorer les conditions de travail. Ce n'est que dans les années 1980, lorsque le régime en place a dû faire face à la pression de l'opposition à l'issue d'un mandat de 8 ans, que le Chili a commencé à s'assainir politiquement et économiquement. Le pays est donc passé du succès à l'échec et inversement, ce qui, pour des raisons évidentes, est très intéressant pour de nombreux pays d'Amérique du Sud et du reste du monde d'ailleurs. Comment ont-ils fait? La période de redressement du pays a été un peu un miracle économique.
L'accent est mis sur un peu, car il a fallu énormément de travail, et surtout de retenue, pour que le Chili redevienne un exemple de prospérité latino-américaine, du moins sur le papier. L'histoire de l'origine de cette situation est assez étrange. De nombreux pays d'Amérique latine ont des entreprises publiques, et de nombreux pays étrangers font en sorte que cela fonctionne. La Norvège en est un parfait exemple. Mais dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, où les systèmes ne sont pas finement réglés pour contrôler et réguler la gestion, la corruption et les détournements de fonds sont monnaie courante. Dans les années 70 et 80, avant la démocratisation, le Chili a commencé à privatiser sous la houlette d'un groupe d'économistes connu sous le nom de Chicago Boys. À l'époque, le Chili était un pays en développement de tradition civiliste. Les groupes d'entreprises chiliens étaient jeunes et stables, et au début des années 70, seuls 20% environ des entreprises cotées en bourse étaient affiliées à un groupe d'entreprises. En 1990, cette affiliation est passée à environ 70% pour les entreprises cotées en bourse, des hommes d'affaires extérieurs ayant remplacé une grande partie de l'aristocratie bureaucratique qui avait été aux commandes pendant des décennies. Cette évolution est le résultat de ce que l'on pourrait appeler un programme de rééducation, qui est peut-être l'histoire économique la plus controversée du Chili jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à 1973 environ, la majorité des pays d'Amérique latine géraient leurs économies sur la base des principes énoncés par la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes, CEPALC. Un État fort, le protectionnisme et un développement vers l'intérieur, donnant la priorité à l'industrialisation comme moyen de sortir du sous-développement. Bien sûr, ce n'est qu'une façon imagée de dire que le continent partageait un intérêt pour la domination de l'État, estimant que la concurrence du marché libre n'était pas le seul moyen d'entrer dans le paysage industriel moderne. Mais tout cela se passait au plus fort de la guerre froide, et le pays de l'Aigle Chauve, au nord, n'était pas prêt à perdre du terrain, alors il a élaboré un plan à long terme avec les élites chiliennes. Ils ont parrainé un accord entre l'Université de Chicago et l'Université catholique pontificale du Chili, PUC, signé dans les années 50, qui permettait l'échange de professeurs et de boursiers postdoctoraux. Il convient de préciser que l'Université de Chicago a toujours été un ardent défenseur des vertus du marché libre et qu'elle a la réputation de vanter les mérites d'une déréglementation aussi poussée que possible afin de laisser les entreprises compétitives agir sans être entravées par une ingérence inefficace du gouvernement. Cette école de pensée de Chicago est surtout connue pour être associée à Milton Friedman, qui y était professeur à l'époque, mais elle était également largement soutenue par le reste de la faculté. En tout cas, son projet Chili a permis à 26 étudiants chiliens de venir à Chicago entre 1956 et 1964, où ils ont ensuite été renvoyés pour prendre la direction de l'école d'économie de la PUC. De retour au Chili, si l'on interrogeait les Chicago Boys sur leur vocation, ils répondraient qu'ils étaient des scientifiques passionnés, uniquement motivés par des vérités objectives. Mais nombreux sont ceux qui affirment aujourd'hui que leur motivation était bien moins pure qu'ils ne le laissaient entendre. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'un processus lent. Ce n'est qu'en 1975 que le chef des Chicago Boys a été nommé ministre de l'économie du Chili et qu'ils ont commencé à lutter contre l'hyperinflation causée par la dernière administration en place. Des efforts qui n'auraient pas été possibles si le gouvernement en place ne leur avait pas accordé une autonomie presque totale. Ces circonstances extrêmes leur ont donné le pouvoir de mettre en œuvre leur propre traitement de choc économique. L'objectif du Chicago Boy a favorisé des réductions drastiques des dépenses publiques et des investissements sociaux. La production industrielle a chuté de 28% en 1975, tandis que le PIB baissait de 12,9%. L'espoir demeurait que les choses devaient empirer avant de s'améliorer. Une fois le signal donné, le gouvernement a rapidement ouvert l'économie, ce qui impliquait la libéralisation des prix. Les droits de douane ont été ramenés d'un maximum de 94% à un taux forfaitaire de 10%, et certaines taxes plus élevées ont été complètement supprimées. À son apogée, la quasi-totalité de l'industrie chilienne a été privatisée, ainsi que des secteurs comme la santé et l'éducation, dans le but d'éveiller un sentiment de compétitivité dans l'économie chilienne. Et pendant un court laps de temps, cela a fonctionné. Du moins en partie. L'inflation est restée élevée, mais elle est passée de plus de 200% à une moyenne annuelle de 79,9%, et la stratégie d'ouverture des marchés a encouragé le développement du commerce et de la concurrence. C'est alors qu'est apparu le véritable défi qui a mis fin à la participation active du Chicago Boy à l'économie chilienne, un phénomène qui touche les pays en développement du monde entier, la dépendance à l'égard des exportations combinée à une politique obsolète.
Lorsque le prix du cuivre a chuté, tout comme les autres principaux produits d'exportation du pays, le dollar américain s'est simultanément apprécié. Avec la hausse des taux d'intérêt, la stagnation du Chili est devenue un énorme problème, et ses améliorations récentes et ses forces d'exportation de longue date ne l'isolaient plus des changements qui se produisaient à l'extérieur de ses frontières. L'une des principales raisons en est que la banque centrale chilienne avait rattaché sa monnaie au dollar américain en 1979, en s'efforçant de réduire le taux de dévaluation. Là encore, l'objectif du pays était de rapprocher l'inflation des niveaux internationaux. Le gouvernement pensait également que l'annonce préalable de la dévaluation contribuerait à éliminer l'incertitude et à aligner les taux d'intérêt nationaux sur ceux de l'étranger. Ils ont levé les restrictions commerciales, réduit les droits de douane, tout cela dans le but de montrer au monde que le Chili était à nouveau ouvert aux affaires. Mais les nouvelles et les anciennes politiques se sont révélées incompatibles. Lenteur des mouvements de capitaux, limitation des sorties de capitaux et subordination de la plupart des lignes de crédit à long terme à l'approbation de la Banque centrale du Chili. Une crise financière est devenue inévitable. Avec un modèle d'indexation problématique qui ajustait automatiquement les salaires à l'inflation, il a provoqué une spirale des prix. Le PIB a chuté de plus de 14% en 1982, avec un taux de chômage grimpant en flèche à environ 24%, endommageant gravement ou détruisant carrément une grande partie de son secteur bancaire. Peu après le début du crack, les Chicago Boys ont été dissous et une révolution, utilisant un accord de 8 ans dans la constitution du régime, a rétabli la démocratie pour le Chili et son peuple. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Après la transformation du Chili, il n'a fallu qu'une année environ, entre 1982 et 1983, pour que le pays commence à se redresser. Et depuis lors, le PIB chilien a continué à augmenter avec une relative stabilité jusqu'à aujourd'hui. Bien entendu, cela est dû en grande partie au statut légendaire du Chili en tant que fournisseur mondial de cuivre. En tant que premier producteur mondial, le Chili est à l'origine de 1/3 de la production mondiale. Et cela ne devrait pas changer de sitôt. Au contraire, le Chili bénéficiera très probablement d'une augmentation de la demande, car une grande partie de la technologie moderne dépend de la conductivité du métal pour fonctionner. D'autres secteurs de la machine chilienne s'avèrent également très compétitifs. Un rapport de 2022 montre que l'agriculture et les secteurs connexes représentent environ 27% des exportations nationales. À l'heure actuelle, le secteur des services chiliens domine le marché, contribuant à 54,3% du PIB du pays et employant environ 70% de la population, ce qui est tout à fait conforme à ce qui se fait dans la plupart des économies avancées. Ce sont de bons chiffres, des chiffres qui, à première vue, devraient se traduire par une amélioration quasi universelle du mode de vie de la population. Et pourtant, ce qui a été bon pour le Chili n'a pas nécessairement été bon pour les Chiliens. Lorsque les Chicago Boys sont partis, leurs politiques controversées, pour la plupart, n'ont pas été abandonnées. Certes, certaines privatisations spectaculaires ont été atténuées dans le but d'améliorer et de rétablir les programmes sociaux, mais les réglementations, peut-être trop favorables aux entreprises ou l'absence de réglementation, sont restées. Entre 1990 et 1998, le PIB chilien, auparavant paralysé, a augmenté de 7,1% par an. L'inflation est tombée à 11,7% et le chômage à 7%, tandis que la pauvreté diminuait régulièrement pour atteindre 8,6% en 2017. Pour certains, cette prospérité économique est le fruit des efforts déployés par les Boys de Chicago pour libérer l'économie. Ils affirment que le miracle économique s'est peut-être produit après la démocratisation, mais que la politique économique, de par sa nature même, évolue lentement, ce qui signifie que tous les avantages dont bénéficie aujourd'hui le peuple chilien sont nés des graines plantées dans les années 70 et au début des années 80. En bref, ils supposent que l'acceptation des politiques par le gouvernement après la Révolution est, en soi, la preuve que l'économie ne se serait pas améliorée sans elle. Pour les critiques, il s'agit d'une histoire incomplète, et leurs arguments sont assez justes. La principale raison est liée à l'effet de ce miracle sur la répartition des richesses. Oui, le Chili a un PIB par habitant impressionnant pour la région, environ 16 600 $ américains. Mais la moitié des travailleurs chiliens gagnent 6 320 $ ou moins par an, soit environ 550 $ par mois. Environ 50 à 60% des revenus sont gagnés par les 20% les plus riches de l'élite chilienne. Ce qui aggrave encore l'inégalité des richesses, car il est très difficile d'économiser de l'argent avec un revenu relativement faible par rapport à la moyenne nationale, qui est largement tirée vers le haut par les personnes les plus aisées. Entre 2019 et 2022, le Chili a connu une série de manifestations catastrophiques, dont le coût est estimé à 3,5 milliards $ de dégâts matériels, entraînant la perte d'environ 300 000 emplois.
Ces dernières années, le gouvernement s'est progressivement montré de plus en plus ouvert à faire des concessions, allant même jusqu'à proposer de modifier sa constitution pour apaiser la population. Mais il sera difficile d'apaiser ces demandes sans effrayer les entreprises internationales implantées dans le pays, qui sont en grande partie à l'origine de ce succès retentissant. Le pays peut-il donc répondre à ces préoccupations sans ébranler les chaînes d'approvisionnement mondiales ? Les réformes sociales pourraient être un bon début. Prendre une partie de la richesse qui fait la une et la consacrer à des choses simples comme l'éducation publique peut non seulement donner à ces travailleurs la possibilité d'être compétitifs, mais aussi augmenter de manière générale la productivité globale. Le problème de ces solutions idéalistes est qu'elles prennent du temps. Investir dans l'éducation d'un enfant aujourd'hui ne sera pas rentable tant qu'il ne fera pas partie de la population active. La bonne nouvelle, c'est que la situation s'améliore lentement. Aujourd'hui, l'inégalité des revenus, mesurée par le coefficient de Gini, est comparable à celle des États-Unis et a considérablement diminué par rapport au niveau extrême des années 1980. Bien que, pour être juste, les États-Unis ne soient pas exactement un modèle d'égalité sociale, et peut-être plus important encore, il s'agit d'un pays beaucoup plus riche dans l'ensemble, de sorte que même si la répartition des revenus peut être similaire, les travailleurs américains les plus pauvres se partagent encore un gâteau de revenus beaucoup plus grand dans l'ensemble. Quoi qu'il en soit, si le Chili veut apporter de réels changements pour maintenir sa réputation de stabilité en Amérique latine, il devra en fin de compte introduire une réforme qui détourne des sommes beaucoup plus importantes vers les forces de travail sous-payées dans les industries exigeantes, ce qui semble être ce qu'au moins une partie du système encourage. Ils devront également se diversifier, même si les besoins en cuivre et en lithium augmentent. S'appuyer sur des ressources non renouvelables ne s'est jamais avéré durable. À première vue, le Chili est une économie prospère, avec l'un des PIB par habitant les plus élevés du continent, même à la suite des événements récents. Mais c'est un pays en proie au type d'inégalité qui peut réellement saper une grande partie de cette stabilité et de cette croissance. Même s'il ne s'agit pas d'une révolution pure et simple, les personnes en situation difficile soutiendront les personnalités politiques qui proposent des solutions plus extrêmes à ces problèmes urgents. Très bien, il est maintenant temps de placer le Chili sur le tableau de classement de l'économie expliquée. En commençant comme toujours par la taille, le Chili a un PIB de 335 milliards de dollars, ce qui en fait la 45e économie du monde, juste derrière le Pakistan et juste devant la République tchèque. Malgré sa stabilité et sa prospérité relative, il se situe derrière le Brésil, l'Argentine et même la Colombie parmi ses voisins, rien qu'en termes de production brute, ce qui lui vaut un 6 sur 10. Cela s'explique en grande partie par le fait que le Chili a une population nettement inférieure à celle de ses autres pays, puisqu'il ne compte que 19,5 millions d'habitants, ce qui signifie que son PIB par habitant est nettement plus élevé, un peu plus de 17 000 $, ce qui en fait l'une des économies les plus productives de la région par habitant, à peine derrière l'Uruguay et la Guyane, qui sont tous deux des économies beaucoup plus petites. Le Chili se situe donc environ 50% au-dessus de la moyenne mondiale du PIB par habitant, ce qui lui vaut une note de 6 sur 10. La stabilité et la confiance sont bonnes pour la région, ce qui en fait une destination populaire pour les entreprises et les opérations internationales qui veulent faire des affaires en Amérique du Sud, mais ne veulent pas être directement exposés à l'instabilité politique qui a frappé beaucoup d'autres pays. Le Chili a connu une stabilité monétaire assez solide, de bons droits de propriété et les deuxièmes niveaux les plus bas de corruption perçus sur le continent, juste derrière l'Uruguay. Ce n'est pas encore parfait, loin s'en faut, et une dépendance excessive à l'égard des ressources naturelles, ainsi qu'un rejet général de la liberté dont les entreprises ont bénéficié dans le pays au cours des 40 dernières années, pourrait bien faire bouger les choses. Quoi qu'il en soit, le pays obtient une note de 7 sur 10. La croissance a été forte, bien qu'un peu chancelante au cours de la dernière décennie, avec des hauts et des bas dus aux variations des prix des matières premières et des flux d'investissement. Elle évolue néanmoins dans la bonne direction et obtient un 7 sur 10. L'industrie est fortement aidée par l'environnement favorable aux entreprises, mais il faut trouver un juste équilibre. Il y a une différence entre faciliter le démarrage des nouvelles entreprises et laisser les sociétés internationales marcher sur les plates-bandes de l'économie. Si l'on peut dire que le Chili est encore en train d'affiner cet équilibre et qu'il dépend si fortement des exportations de ressources naturelles, il obtient une note de 6 sur 10. Au total, le Chili obtient la note moyenne très respectable de 6,4 sur 10, ce qui le place en tête du classement de l'économie expliquée. Pour voir ce que cela donne par rapport à son voisin un peu moins bien géré, vous devriez pouvoir cliquer sur la vidéo que nous avons faite sur le Venezuela sur votre écran maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao.